Abderrahim, je suis maître de conférence à la Sciences Po Paris, politologue. Je travaille sur les systèmes politiques dans le monde arabe et je me suis spécialisé, mes travaux et mes ouvrages portent beaucoup et essentiellement sur le Maghreb, les évolutions des sociétés, l'islam et l'islamisme. Mon père, Saïd Abderrahim, lui-même, a été un militant nationaliste et ma mère qui est originaire, mon père était kabyle et ma mère qui est originaire de l'ouest de l'Algérie est elle aussi issue d'une famille qui s'est beaucoup mobilisée pendant cette guerre d'Algérie et qui a toujours fait en sorte de ne pas nous transmettre cette histoire comme un boulet que nous devrions avoir à traîner pour le reste de notre vie, mais de faire en sorte, sans éluder aucune question qui soit douloureuse, mais de faire en sorte que ce soit une histoire toujours valorisée. Je suis né un 5 juillet 1960, 5 juillet qui est la date retenue par l'histoire et par les dirigeants du FLN pour la proclamation de l'indépendance. Le référendum sur l'autodétermination de l'Algérie a eu lieu le 3 juillet, la proclamation des résultats le 4 juillet et la reconnaissance par la France, par le général de Gaulle, de cette indépendance se fait le 4 juillet, jour anniversaire là aussi de l'indépendance américaine, et la date anniversaire de l'indépendance algérienne est le 5 juillet 1962. Alors, je sais que pour les lycéens, c'est une année cruciale là, avec le bac. Il est possible que, en histoire notamment, soit tiré un sujet comme les accords d'Évian, la fin de la guerre d'Algérie, puisque nous sommes exactement 60 ans après. Donc, si vous êtes dans ce cas de figure et si vous êtes confronté à cette situation, ne vous inquiétez pas, c'est assez simple. Il faut quand même avoir lu quelques petits ouvrages qui font référence et autorité. Alors, les accords d'Évian, 60 ans après, alors il y a un colloque en ce moment, je me trouve à Lausanne, parce que c'est d'ici qu'ont eu lieu les négociations entre la délégation algérienne, la délégation du gouvernement provisoire de la République algérienne et la délégation française conduite par Louis Jox, qui était le ministre d'État du général de Gaulle. Et c'est donc précisément à Lausanne où je me trouve que l'université de Lausanne a décidé d'organiser un colloque qui rassemble des chercheurs et des universitaires qui travaillent sur ce sujet depuis longtemps. Alors, dans le cas particulier qui m'a été demandé de traiter aujourd'hui, il s'agit d'essayer de comprendre ce qui s'est passé dans le nord de la France entre les différentes tendances des nationalistes algériens. Alors, à partir de l'été 1954, donc nous sommes quelques mois avant le déclenchement de la guerre d'Algérie, dont je vous rappelle qu'elle débute le 1er novembre 1954, mais quelques mois auparavant, à l'été 1954, les indépendantistes algériens qui se retrouvent regroupés au sein d'un parti qui s'appelle le MNA, le Mouvement national algérien, eh bien, il est, je dirais, cassé en deux. Il y a une scission et est créé pour, à l'occasion et à la faveur du déclenchement de l'insurrection, est créé un nouveau parti qui s'appelle le FLN, le Front de Libération Nationale. Et entre ces deux mouvements va s'ensuivre une quasi-guerre civile avant l'heure dans l'immigration algérienne. Et le MNA, le parti de Messali Hadj, qui a été créé par Messali Hadj, est très bien implanté parmi les Algériens dans l'est de la France et dans le nord. C'est-à-dire, on peut relever quand même, c'est important de le souligner,
dans les bassins miniers, là où la France, les charbonnages de France, comme on les appelait à l'époque, font venir des travailleurs qui travaillent dans les mines et qui seront à ce titre très souvent sollicités par les mouvements indépendantistes avant le déclenchement de la guerre d'Algérie, mais surtout après. Parce que contrôler cette immigration, c'est à la fois se garantir un moyen de pression sur le gouvernement français, mais c'est également des ressources financières, puisqu'il y a ce que l'on appelle dans des organisations révolutionnaires, il y a un impôt révolutionnaire que paient, bon gré, mal gré, on ne va pas rentrer dans les détails, mais que paient les Algériens qui vivent en France. Alors, dans les années 50, on estime le chiffre officiel du ministère de l'Intérieur estime qu'il y a environ 200 000 Algériens qui vivent en France. Et dans le nord de la France, on est à peu près à 35-40 000 dans les différents bassins houillers et bassins miniers de l'Est ou du nord de la France. Et c'est quand même important à souligner parce que c'est assez conséquent pour l'époque, hein, encore une fois, pour remettre les choses dans le contexte de l'époque et ne pas être obsédé par les chiffres qui ont cours aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on parle d'une immigration qui, dans le fond, n'a pas beaucoup évolué, mais que les descendants des immigrés algériens sont aujourd'hui majoritairement des citoyens français, donc ils ne sont pas comptabilisés comme étrangers, donc comme migrants. Alors, il y a une guerre fratricide à la suite de la scission à l'été 54 qui donnera naissance au FLN, guerre fratricide, notamment dans le nord de la France, entre le MNA et le FLN qui vient d'être créé. Le ministère de l'Intérieur et les différentes préfectures estiment qu'il y a eu au moins 4 000 morts et plus de 10 000 blessés. C'est considérable et en même temps, cela donne un peu le ton de ce que cette pratique, cette manière de faire donne le ton de ce que sera, de ce que seront les prémices de cet État naissant, en tout cas que les indépendantistes appellent de leur vœu, et de la nature du régime politique. Donc on voit que bien avant l'indépendance, il y avait déjà une pratique politique de la violence qui s'exerçait contre ceux qui n'étaient pas d'accord. Et ça n'a pas changé 60 ans après, malheureusement. Donc, il était absolument indispensable pour le FLN qui venait de s'organiser et qui déclenche la guerre d'Algérie le 1er novembre 1954, de prendre le pas sur le MNA, le mouvement de Messadi Hadj, et d'assurer le contrôle des Algériens en France. Un contrôle politique, comme je le disais tout à l'heure, mais également, évidemment, une source de financement pour le FLN, puisque est créée au milieu de la guerre d'Algérie en 1957 la Fédération de France du FLN, parce qu'on considère que les Algériens qui sont très présents, notamment en France, jouent un rôle essentiel. Et donc, on organise une structure au plus près des populations algériennes qui sont sur le territoire français. Alors, dans ce vaste contexte, il est évidemment, on voit bien que la stratégie du FLN, c'est d'organiser un second front. Il y a le front algérien sur le territoire, de l'autre côté de la Méditerranée, mais il est aussi question pour le FLN d'ouvrir un second front, mais ce front, de l'ouvrir sur le territoire français, dans l'Hexagone. Et c'est ce qui se produit avec la création de la Fédération de France du FLN. Alors, l'immigration algérienne, c'est un élément là aussi important. Elle est massivement
mobilisés pour l'indépendance du pays d'origine. Les travailleurs algériens vivent dans des conditions extrêmement précaires. La plupart du temps, ils vivent dans des foyers, voire dans des camps, et que ce soit en région parisienne ou dans le nord de la France, la situation n'est pas du tout enviable. Et puis, le tournant 1957, c'est un tournant important puisque le MNA de Messali Hajj perd pied et il perd le contrôle de cette immigration algérienne qui dorénavant s'exercera essentiellement par le FNL, le Front de Libération Nationale. Donc cette densité de population algérienne extrêmement importante. Et puis surtout, c'est la plus ancienne immigration sur le territoire français, immigration maghrébine sur le territoire français, qui a débuté juste après la fin de la Première Guerre mondiale, notamment avec les premiers migrants maghrébins qui sont majoritairement des Kabyles, qui bénéficieront de quelques avantages parce que si on peut voir aujourd'hui encore que le droit n'a pas beaucoup évolué, ou alors on considère que c'est accessoire, mais il était impossible pour un quartier, quelqu'un qui possède un bar, qu'il soit maghrébin évidemment, d'obtenir ce que l'on appelle la licence 4, l'autorisation de vendre de l'alcool. Et les Algériens ont été les seuls parmi les trois pays sous domination française, qui étaient l'Algérie, la Tunisie et le Maroc, à obtenir ce privilège, ce droit, parce que l'Algérie, c'est un peu le piège, c'est la France qui est prise là à son propre piège. L'Algérie, c'est la France. Donc, il fallait être un petit peu cohérent et considérer que même si dans les faits, les Algériens n'ont pas les mêmes droits que les citoyens français, puisqu'ils ne sont pas citoyens, il y a ce que l'on appelle le second collège et le statut de l'indigénat, il fallait quand même donner quelques signes, quelques signaux du fait que la France, malgré tout, tenait en compte cette situation. Alors, le système social, on est encore une fois dans le contexte du milieu des années 50. La France est assez critiquée, attaquée notamment aux Nations Unies par les autres membres de Nations Unies, notamment un grand pays qui est les États-Unis. John Kennedy a fait des déclarations et des interventions à l'ONU très critiques à l'égard de la politique menée par la France en Algérie. Et ça a valu quelques tensions entre les deux pays. Et puis, il y a un élément que les historiens, les politologues n'ont pas suffisamment ou souvent traité, c'est le rôle qu'ont eu les joueurs de football dans l'hexagone algérien, et notamment ceux du nord de la France. Je pense ici à Oudjani, mais il y en a eu beaucoup d'autres. On pourrait aussi souligner la création à partir de 1958 de l'équipe de football du FLN. Et le football et ces joueurs qui sont à l'époque, même si la télévision est balbutiante et qu'elle n'a pas le même impact que celui qu'elle a aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle ne pénètre pas dans tous les foyers, mais les joueurs de football sont des stars de l'époque parce que la radio, la presse, les photographes jouent un rôle considérable et eux-mêmes permettent à l'immigration algérienne du nord de la France ou d'ailleurs de s'identifier. Et c'est la raison pour laquelle ces joueurs sont restés dans l'imaginaire collectif, y compris aujourd'hui encore, c'est important de l'avoir à l'esprit, aujourd'hui encore d'avoir cette transmission qui a été faite par leurs grands-parents ou leurs parents
et de voir que dans le fond, cette identification, elle a également joué un rôle politique dans la mesure où, à partir de 1958 et le fait que tous les joueurs algériens qui opéraient dans le championnat de France professionnel ont quitté leur club pour rejoindre l'équipe de football du FLN. Et donc, il y a quand même au-delà de la dimension sportive et de son aspect, une dimension politique qui est extrêmement importante. Donc, nous sommes 60 ans après. Ces joueurs sont aujourd'hui pour la plupart disparus. Il en reste quelques-uns qui sont encore vivants, que ce soit là encore dans le nord et dans les bassins houillers dont la mémoire se transmet et elle est importante, également parce qu'elle fait le lien, le trait d'union entre les deux rives de la Méditerranée, entre la France et l'Algérie. Donc 60 ans après, il est temps, je crois, puisqu'il y a presque 3 générations qui sont passées, de travailler à apaiser les mémoires et à comprendre l'histoire pour la transmettre et faire en sorte que ceux qui viendront après nous n'aient pas à trimballer, pour parler un peu crûment et vulgairement, cette histoire comme un boulet. Voilà ce que je dis, je voulais partager avec vous de manière rapide et un peu lapidaire. Donc, je retiens 2 choses, je crois, qui sont extrêmement importantes. Un, l'été 54, la création, la scission à l'intérieur du MNA, du Mouvement national algérien, très bien implanté dans le nord de la France et qui donne naissance, avant le déclenchement de la guerre d'Algérie, au FLN, le Front de Libération Nationale, qui sera le fer de lance de cette guerre d'indépendance, et 2, le rôle qu'ont joué dans l'immigration algérienne les joueurs de football, qu'ils soient originaires dans cette immigration du Nord, du Pas-de-Calais ou d'ailleurs dans l'Hexagone, et qui joueront un rôle considérable. Merci. Partagez, commentez, abonnez-vous, car enseigner, c'est répéter.